Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième session du cycle de formation à l'anticorruption destinée aux TPE, PME et ETI. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Angélique Ivancieux. Bonjour Angélique, au titre de l'AFA, qui animera cette session. Est-ce que le micro fonctionne? Oui. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Angélique Ivanciuk, chargée d'appui aux acteurs économiques au sein de la sous-direction du conseil de l'Agence française anticorruption et je suis ravie d'intervenir auprès de vous aujourd'hui sur les dispositifs d'alerte en entreprise et de retrouver ceux que j'ai déjà pu voir lors de la dernière session sur les cadeaux et invitations et les conflits d'intérêts. Merci Angélique. Donc justement, comme lors de la dernière session, vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de cette session, directement dans l'onglet chat ou dans l'onglet QR. Ça nous facilitera justement les réponses qu'on pourra y apporter. On prendra vos questions au fil de l'eau et également en fin de session pour information. Donc, avant de débuter cette formation, nous avons également quelques questions à vous poser pour introduire le sujet. Vous allez voir, les questions vont apparaître sur votre écran d'ici quelques secondes. Euh, Voilà. Donc, quelques questions s'affichent à votre écran. Je vais les lire et cela nous permettra justement d'introduire le sujet, les concepts dont nous parlerons aujourd'hui. Une première question, est-ce qu'une PME a l'obligation de mettre en place un dispositif d'alerte interne? Donc oui, non, vous ne savez pas. Vous pouvez répondre. Deuxième question, connaissez-vous les différents dispositifs d'alerte professionnelle? Encore une fois, oui, non, vous ne savez pas. Et enfin, troisième question et dernière, vous avez déjà mis en place un dispositif interne d'alerte au sein de votre entreprise? Oui, non, vous ne savez pas. Donc voilà, trois questions qui nous permettront d'introduire justement les concepts du jour. On va vous laisser quelques secondes pour y répondre et ensuite, Angélique, si vous le souhaitez, vous pourrez commenter les résultats. Bien, donc une majorité des participants ont répondu. Il y a encore quelques votes, je vois, qui s'affichent. Donc, il y a encore quelques secondes pour permettre aux derniers participants de pouvoir répondre. Très bien. Donc, Angélique, si vous souhaitez commenter les résultats, les voici. Oui. Alors merci beaucoup pour vos réponses, c'est très intéressant, puis ça nous permet aussi d'adapter au mieux le contenu du webinaire d'aujourd'hui. Alors sur la première question, est-ce qu'une PME a l'obligation de mettre en place un dispositif d'alerte interne? 62% d'entre vous ont répondu oui. Et effectivement, les entreprises qui ont plus de 50 salariés doivent mettre en place un dispositif d'alerte interne au regard de l'article 8 de la loi Sapin 2, mais on va détailler tout ça par la suite. Alors sur la deuxième question, connaissez-vous les différents dispositifs d'alerte professionnelle? 56% d'entre vous ont indiqué ne pas les connaître, 36% oui et 8% non. Donc ce sera vraiment l'occasion aujourd'hui de vous présenter les dispositifs d'alerte internes qui existent, comment les articuler, quelles sont leurs spécificités, même si je précise tout de suite que la présentation d'aujourd'hui est au regard du risque de corruption et que l'essentiel de mes propos s'appuieront bien évidemment sur la loi Sapin 2, ses décrets d'application, mais également la loi Wasserman et son décret d'application, et également les recommandations et les guides pratiques de l'Agence française anticorruption. Néanmoins, pour ceux qui ne sont pas forcément au fait, je vous invite à consulter le guide du défenseur des droits sur les lanceurs d'alerte, où vous trouverez beaucoup d'informations qui pourront vous être utiles pour cette matière. Mais avec Émile, on pourra vous partager plusieurs liens vers des ressources utiles à la fin du webinaire. Alors, concernant donc la troisième question, avez-vous mis en place un dispositif d'alerte interne au sein de votre entreprise?
Donc plus de la moitié d'entre vous ont répondu oui, donc ce qui est plutôt positif, mais quand même 39 ont répondu non et 5 ne savent pas. Donc pareil, ce sera aujourd'hui, l'occasion, déjà de vous faire, de vous de vous indiquer quels sont les différents dispositifs, qui existent, comment les mettre en place et puis de vous exposer aussi un peu tous les avantages, qu'une entreprise a, de, mettre en place un dispositif d'alerte, interne. Très bien. Alors Émile l'a déjà précisé, mais je le reprécise. N'hésitez pas à poser vos questions, au fur et à mesure du webinaire. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse, répondre au mieux, à vos questions. Donc on les prendra au fur et à mesure. Alors parfois, on devra, on ne prendra peut-être les questions qu'à la fin, si on doit faire attention au timing. Mais vraiment, n'hésitez pas, à interagir, dans le chat, avec nous. Alors je propose qu'on commence la présentation. Alors Émile, parce que d'habitude, pour tout vous dire, Émile et moi sommes, connectés ensemble, mais là nous faisons le webinaire à distance et je n'arrive pas à avoir la main sur la présentation. Heu, Je heu, peux bouger les slides de si c'est plus simple. OK, très bien. Sinon, vous me dites comment je peux récupérer, la présentation pour que je puisse le faire. Mais bon, alors déjà pour ne pas perdre de temps, donc aujourd'hui, nous aborderons, plusieurs thèmes. Alors, déjà, quelques définitions, mais aussi, quels sont les avantages, hein, pour une entreprise de mettre en place un dispositif d'alerte interne. Je vous propose, qu'on passe un peu de temps sur la définition du lanceur, d'alerte qui peut vous être, très utile. Je vous présenterai les différents dispositifs d'alerte professionnelle et comment on peut les articuler, même si nous, évidemment, nous nous concentrerons surtout sur le dispositif, d'alerte au regard du risque de corruption. Nous évoquerons également les différents canaux de signalement, qui existent, et comment ils s'articulent. Je décrirai, la manière dont on peut définir, élaborer, mettre en œuvre, une procédure de recueil et de traitement, des alertes, en m'appuyant sur, les recommandations de l'AFA. Donc ce sera une partie un peu plus opérationnelle et puis, je vous propose de finir la présentation, par une brève, présentation de notre guide, qui a été rédigé en collaboration avec le Parquet national financier sur les enquêtes internes anticorruption, qui est un peu la suite logique, du traitement d'une alerte. Alors pour commencer, pourquoi mettre en place un dispositif d'alerte, interne? Alors ici, vous voyez quelques chiffres qui, ne parlent pas de corruption, mais de fraude. Alors pourquoi on vous met ces schémas-là? Ici, c'est parce qu'on les trouve assez intéressants, sur la manière dont la fraude est détectée en entreprise. Aujourd'hui, il n'existe pas, d'études spécifiques, sur comment est détectée la corruption en entreprise. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur le rapport de l'ACFE, qui est l'Association of Certified Fraud Examiners. Donc vous avez, la source, en bas, à gauche. On vous évidemment, communiquera la présentation si vous, voulez aller plus loin. Et donc vous voyez sur la gauche un petit schéma, où, il se trouve que la fraude est largement détectée par l'alerte à 42 alors même que, elle est détectée, par exemple à hauteur de 5 par le système comptable, ou encore, 12 au niveau du management ou 16 au niveau de l'audit interne. Donc déjà là, on s'aperçoit quand même que, eh bien la mise en place d'un dispositif d'alerte est un bon moyen de détection, en interne pour la fraude, mais également pour d'autres thématiques et on peut du coup imaginer que la corruption fait partie de ces thématiques.
Alors, une autre indication aussi, qui sont les lanceurs d'alerte en entreprise. Vous voyez que ce sont majoritairement les salariés à 55%, mais aussi les clients et anonymes et fournisseurs. Ce qui est intéressant, puisqu'on comprend là que il peut être très utile d'ouvrir son dispositif d'alerte interne aux tiers avec qui vous travaillez, hein, toutes les parties prenantes externes de l'organisation, afin de pouvoir détecter des actes répréhensibles ou des violations aux procédures de l'entreprise. Alors d'autres indications sur la droite, en ce qui concerne la sensibilité des salariés au dispositif d'alerte interne. On comprend que lorsqu'une formation ou une action de sensibilisation a été mise en place auprès des salariés, eh bien, les cas sont détectés plus facilement, plus rapidement. Et c'est là en fait finalement un, un, un peu un pilier en fait du dispositif d'alerte, le fait que ce dispositif soit connu et que les salariés, mais aussi les tiers, eh bien soient sensibilisés à la manière dont ils peuvent alerter sur une situation inappropriée, mais aussi qu'ils sachent où trouver les outils pour le faire. Donc on détaillera tout ça par la suite également. Et puis bon, vous avez une petite indication tout en bas sur le temps moyen d'une détection avec un système d'alerte ou sans. Bon, évidemment, c'est assez voilà, c'est assez. Il faut pouvoir aussi nuancer hein, en fonction de l'organisation et des cas qui sont concernés. Alors, je voulais, on peut rester sur ce slide-là, Émile. Je voulais également vous donner quelques autres indications, quelques chiffres. L'AFA, depuis 2020, publie un diagnostic tous les 2 ans sur la maturité des entreprises dans la mise en place d'un dispositif de conformité anticorruption. Pour les petites et moyennes entreprises présentes ici, sachez que les grandes entreprises qui ont plus de 500 salariés et qui ont un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros et dont le groupe, pour les groupes de sociétés dont le siège social est basé en France, eh bien, ces dernières doivent mettre en place 8 mesures et procédures pour détecter et prévenir les faits de corruption. Et donc, à ce titre-là, l'AFA publie en fait un diagnostic pour connaître leur maturité dans la mise en place de ces mesures-là, mais elle interroge également d'autres entreprises qui n'ont pas d'obligation de le faire, comme les PME et les plus petites ETI, ce qui représente un outil assez précieux pour l'AFA, même si évidemment c'est fondé uniquement sur du déclaratif et de la perception, mais ça nous donne quelques indications de où en sont les entreprises. Donc on les a interrogées en 2020, on les a interrogées en 2022, on les a encore interrogées là cette année, et le prochain diagnostic va bientôt être diffusé. Mais je souhaitais quand même vous communiquer les chiffres du diagnostic de 2022 où 86% des entreprises nous indiquaient que le fait d'avoir mis en place un dispositif d'alerte interne permet une remontée efficace de cas, enfin en l'occurrence de cas de corruption et de trafic d'influence. Alors, quand on dit cas de corruption et de trafic d'influence, on ne parle pas juste uniquement des cas, mais on peut parler aussi de toute violation de procédure, non-respect des règles en interne. Par exemple, le fait de ne pas respecter la politique cadeau et invitation, le fait d'offrir un cadeau pendant une période d'appel d'offres alors que c'est interdit, le fait de ne pas respecter la politique de rémunération des commerciaux, etc. Le fait de ne pas déclarer ses conflits d'intérêts. Tout ça, ce sont des règles qui permettent de prévenir et détecter des faits de corruption. Sachez aussi que, et on va en parler aujourd'hui, mais je veux quand même rester positive, donc je vais d'abord
de manière générale, vous énoncez un petit peu les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises, mais après je vous exposerai tous les avantages à mettre en place un dispositif d'alerte interne. Mais lors du dernier diagnostic, sachez que 11% des entreprises nous ont déclaré que la mesure était difficile à mettre en place. Il s'agissait notamment de plus petites et moyennes entreprises, hein, du fait de moyens, hein, humains et technologiques. Et donc les 4 thématiques, les 4 grandes difficultés rencontrées, eh bien sont la diffusion. Certains salariés n'ont absolument pas connaissance d'un tel dispositif et ne sont pas du tout habitués en fait à passer par un tel dispositif. Il y a un aspect culturel qui est très fort, qui est plutôt présent dans les pays anglo-saxons, mais sous le prisme de la dénonciation. Alors qu'on le verra par la suite en France et en Europe, on parle vraiment en fait de divulguer en fait un acte répréhensif. Et d'ailleurs, je le préciserai par la suite aussi, à la différence du modèle anglo-saxon, les lanceurs d'alerte ne sont pas rémunérés en France. Ce qui est un point aussi important. Donc, il y a un aspect culturel fort et donc un enjeu de diffusion très fort en entreprise. La sensibilisation et l'adhésion, j'en parlais un petit peu à l'instant avec les chiffres qui sont là évoqués sur ce slide. Certains salariés ne comprennent pas finalement la finalité du dispositif, pourquoi on fait ça. Donc, il y a un enjeu aussi de pouvoir eh bien leur expliquer clairement la démarche. Une problématique aussi en matière de conception. Parfois, le dispositif est trop complexe. Soit les canaux ne sont pas clairs, ne sont pas accessibles, ou sinon il existe plusieurs canaux aussi. Donc, il y a un enjeu aussi d'articulation et de simplification du dispositif pour permettre aux salariés eh bien, de l'utiliser le plus facilement possible et surtout avec toute aisance en fait. Une difficulté aussi relative à l'exécution même. Il se trouve que, et là on ne parle pas du côté salarié, mais on parle en fait de la mise en œuvre opérationnelle, garantir la confidentialité, l'anonymat, etc. C'est parfois compliqué à mettre en œuvre opérationnellement parlant, et donc les personnes qui sont en charge de cette thématique-là dans l'entreprise, et on a certainement des personnes aujourd'hui, peuvent rencontrer des difficultés sur l'exécution même du dispositif. Donc aujourd'hui, j'essaierai de vous partager en tout cas des pistes et des bonnes pratiques pour mettre en œuvre efficacement une procédure de recueil et de traitement des alertes. Alors voilà un peu pour les difficultés. Maintenant, quels sont les avantages pour une entreprise de mettre en place un dispositif d'alerte interne? Eh bien déjà, c'est un outil de protection. Il va protéger les intérêts de l'entreprise, mais aussi ceux des salariés, puisqu'il va permettre d'identifier et de désamorcer des situations qui sont contraires aux règles de l'entreprise ou encore des problématiques, des incidents, voire des faits de corruption. Il contribue également à instaurer une culture de la confiance et de l'intégrité dans l'entreprise, avec évidemment, encore une fois, un enjeu de bien expliquer pourquoi on fait ça, hein. Il a l'objectif aussi de ce dispositif-là, eh bien, c'est de minimiser toutes les conséquences que l'entreprise peut faire face, notamment si elle voit sa responsabilité pénale engagée pour des faits de corruption et des trafics d'influence, c'est-à-dire prévenir les conséquences réputationnelles, économiques, en termes de perte d'attractivité, perte de revenus, financière, avec le versement peut-être d'une amende par une autorité. Mais je l'ai déjà dit, réputationnel, mais voilà, il y a aussi éviter une perte de confiance des investisseurs, des clients, etc. Il a aussi donc un effet dissuasif et contribue donc à prévenir et à détecter donc des actes répréhensibles. Et dans certaines mesures, le fait de mettre en place un dispositif d'alerte interne qui se veut efficace et de qualité
peut constituer un avantage concurrentiel lorsque vous travaillez avec des grandes entreprises qui ont l'obligation de mettre en place de telles mesures et qui ont l'obligation notamment d'évaluer leurs tiers. Donc par effet d'entraînement, par rapport à d'autres entreprises qui n'ont pas mis en place un tel système, eh bien, ça peut constituer un avantage concurrentiel. Alors, je rappelle quand même que les entreprises qui ont plus de 50 salariés ont l'obligation de le faire aussi, donc il y a quand même une obligation réglementaire derrière. Mais également, si la société voit sa responsabilité pénale engagée pour des faits de corruption par une autorité française ou étrangère, le fait d'avoir mis en place des mesures en interne peut constituer un élément d'atténuation de la peine. C'est beaucoup le cas dans le modèle anglo-saxon, mais c'est aussi en France. Les juges sont, sont assez vigilants sur qu'est-ce que a mis en place l'entreprise pour prévenir et détecter les risques auxquels elle est exposée. Et tout ça s'inscrit en fait dans un système de maîtrise des risques classique. Et dernier avantage, c'est que ce dispositif permet normalement aux salariés, mais aussi aux tiers de l'entreprise, de s'exprimer librement sur une situation et sans crainte de représailles. Et ça s'inscrit notamment dans tout l'arsenal juridique qui s'est créé ces dernières années avec le régime de protection de lanceurs d'alerte que je vais détailler par la suite. Alors, je précise aussi que, on le verra par la suite, mais il y a eu des évolutions donc législatives assez importantes sur le régime de protection de lanceurs d'alerte. Et aujourd'hui, notamment, les entreprises, enfin pardon, excusez-moi, les salariés ou les tiers ont la possibilité d'effectuer un signalement en interne auprès de l'entreprise, mais aussi maintenant directement auprès d'une autorité externe. Ça, je vais vraiment le préciser en détail, on pourra prendre toutes vos questions. Mais du fait de cette possibilité-là qui n'existait pas avant, parce qu'avant, il y avait en fait un palier hiérarchique, en fait, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord faire un signalement en interne dans l'entreprise pour après pouvoir faire un signalement à l'externe et sous certaines conditions. Aujourd'hui, c'est plus le cas, ce qui fait que les autorités reçoivent énormément de signalements directement de salariés. Par exemple, nous, à l'AFA, donc l'Agence française anticorruption, on est compétent pour gérer les signalements en matière d'atteinte à la probité. Donc, atteinte à la probité, il y a la corruption, le trafic d'influence, la concussion, le détournement de fonds publics, la prise illégale d'intérêt et le favoritisme. Ça a un énorme impact pour les entreprises parce qu'à partir du moment où les salariés et les tiers vont signaler des faits directement auprès d'une autorité, ça veut dire que vous, dans l'entreprise, vous perdez la maîtrise du risque et notamment, vous ne pouvez plus savoir en fait ce qui se passe. Vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas mettre en place des mesures, vous ne pouvez pas non plus diligenter par exemple une enquête interne pour comprendre ce qui s'est passé et pour éviter que les faits soient, pour éviter une réitération des faits. Donc ça a un impact quand même réputationnel très fort, mais aussi en termes de maîtrise des risques. D'où vraiment l'enjeu pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, même les plus petites, même celles qui ont moins de 50 salariés, de mettre en place un dispositif d'alerte qui soit efficace en fonction des moyens évidemment qui sont à disposition de l'entreprise. Mais le principal, c'est que ce soit clair et efficace. Il peut par exemple exister qu'un seul canal d'alerte, par exemple un signalement oral auprès du supérieur hiérarchique, notamment pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés, mais il faut que ce soit décrit dans une procédure, il faut que ce soit accessible et il faut pouvoir du coup mettre en place les mesures nécessaires par la suite. Voilà, donc c'était une introduction assez importante, mais je trouve que c'est toujours nécessaire de rappeler pourquoi on fait ça, quels sont les objectifs et quels sont les intérêts en fait, des entreprises de faire ça. Alors je propose de continuer si ça. Alors je vois qu'on a déjà quelques questions. Oui, est-ce que vous souhaitez les prendre ou en prendre quelques-unes? Oui, je peux prendre les questions.
Alors, oui, vous aurez bien la présentation, ne vous inquiétez pas. Alors bonjour, pour la mise en place des 8 mesures, les seuils des 500 salariés et des 100 millions d'euros LCA sont à prendre en compte au niveau du groupe, regroupement de plusieurs filiales, ou faut-il considérer filiale par filiale? Où peut-on retrouver cette réglementation? Alors, c'est effectivement une très bonne question. Donc, c'est l'article 17 de la loi Sapin 2 qui prévoit cette obligation-là, et je vais vous la décrire par la suite. Mais sachez que les seuils de 500 salariés, 100 millions d'euros sont au niveau de toute société. Et lorsqu'il s'agit d'un groupe de sociétés, les 500 salariés et les 100 millions sont, et le chiffre et le siège social en France sont au niveau du groupe de sociétés. Il semble que les dispositifs d'alerte mis en place prévoient avant tout un signalement écrit qui peut être dissuasif. Comment faire en sorte de favoriser également recueil de signalements par voie orale? Alors c'est également une très bonne question, merci beaucoup. On va le préciser par la suite, notamment l'utilisation des canaux de signalement oral et écrit qui doivent en fait être lisibles de la même manière et qui doivent pouvoir être accessibles de la même manière aux salariés. Alors, je propose de continuer, si ça vous va. Alors quelques mots sur la définition du lanceur d'alerte. Alors déjà, sachez que la réglementation était assez faible en matière de protection des lanceurs d'alerte ces dernières années. C'est vraiment l'article 6 de la loi Sapin 2 qui est venu définir un régime de protection des lanceurs d'alerte en France. Et cet article 6 de la loi Sapin 2 a été renforcé par la loi Wasserman, qui a été donc promulguée le 21 mars 2022 et qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2022 et qui est venu vraiment apporter des précisions, qui est venu renforcer le régime de protection des lanceurs d'alerte. Cette loi Wasserman en fait a fait l'objet d'une transposition la transposition en fait d'une directive européenne de 2019 qui visait à harmoniser les règles en matière de recueil et de traitement des alertes au sein de l'Union européenne, mais aussi en termes de garantie des protections de lanceurs d'alerte. Mais sachez qu'en France, on est allé encore plus loin et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le député Wasserman disait en fait qu'on a certainement en France un des meilleurs régime de protection des lanceurs d'alerte, mais qui est finalement très récent, hein, puisque ça date d'il y a finalement 2 ans. Et il y a un aspect culturel très fort derrière puisque bah, ça va dépendre aussi d'une bonne diffusion et d'une bonne communication par les entreprises pour permettre aux lanceurs d'alerte d'y divulguer des faits lorsque ça se présente. Alors la définition, alors quelques mots donc sur la définition de lanceur d'alerte. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc le lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou qui divulgue. Il ne révèle pas, c'est ce qui était prévu avant dans la loi, mais on a supprimé ce mot-là et du coup on les a remplacés par signale ou divulgue. Encore une fois, je vous parlais justement de cet aspect culturel en Europe, hein. On n'est pas sur une dénonciation en contrepartie d'une rémunération. On signale ou on divulgue des faits sans contrepartie financière et de bonne foi. Et qu'est-ce que le lanceur d'alerte peut signaler ou divulguer? Eh bien, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violence d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement de droit de l'UE, de la loi ou du règlement.
Vous allez voir, par la suite, donc ce qu'on entend par personne physique, en fait, c'est un peu tout le monde. Donc c'est pourquoi en entreprise, il faudra bien s'assurer, de, définir, en fait, qui a la possibilité d'utiliser le dispositif, d'alerte, interne. Alors, sachez aussi qu'en France, mais c'est juste pour, vraiment, la cu petit point culture, je vous ai expliqué qu'il n'y a pas une culture de dénonciation, en France, hein. On est sur le fait de signaler ou divulguer sans contrepartie financière des faits. Sachez que sur une matière bien précise qui est la fiscalité, il existe des aviseurs fiscaux qui sont rémunérés, notamment donc pour, révéler, des fraudes fiscales. Mais c'est une spécificité, qui est bien propre à la matière, fiscale. Alors je regarde juste si on n'a pas des questions. Alors on a une petite question. L'obligation d'avoir un système d'alerte à partir de 50 salariés est obligatoire. Cependant, mon entreprise est divisée en plusieurs filiales avec chacune moins de 50 salariés. Sommes-nous donc soumis à l'obligation? Alors, là, s'il y a plusieurs filiales, c'est-à-dire quand même qu'il y a un groupe de sociétés, et à ce moment-là, oui, à ce moment-là, si on regarde sur l'ensemble du groupe, oui, vous êtes concernés. Et même si vous n'êtes pas concernés, après il faut regarder aussi, la structure juridique, hein, bien évidemment. Mais même si vous n'étiez pas concerné, vous avez, vraiment tout intérêt, à mettre en place, un dispositif, d'alerte, interne qui répond en tout cas aux critères, et notamment au décret d'application de la loi, Wasserman. Alors juste oui, effectivement, une petite précision. Sachez que la mauvaise foi ou l'intention de nuire sont contrôlées a posteriori par de possibles poursuites sur le fondement de la dénonciation calomnieuse et qui peut être sanctionnée pénalement par une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Je précise également que dans l'entreprise, qui peut être, lanceur d'alerte? Eh bien, ça peut être un salarié, un ancien salarié, mais également les personnes, qui sont portées candidates, à un emploi. Et c'est pour ça que les informations qui ont été obtenues dans le cadre du, recrutement ou pendant l'exécution, du candidat, en fait, doivent être en fait conservées, mais au regard des réglementations, applicables, notamment au respect du droit de la vie privée, et du, RGPD. On a une autre petite question, Angélique. Comment Oui? vérifier cette bonne foi? Alors c'est une bonne question. Moi c'est vrai qu'en intervenant, comme je vous disais, nous en fait on n'est pas, enfin notre champ de compétences, s'arrête à un moment donné puisqu'on n'est pas, on n'a pas le champ de compétences pour répondre sur, l'alerte de droit commun, et notamment sur le régime de protection des lanceurs d'alerte. Enfin, on a la matière de l'anticorruption qui nous permet de répondre, mais je vous avoue que je préfère ne pas m'avancer, pour ce type de questions-là, sachez que vous avez tout à fait la possibilité d'écrire au DDD que le défenseur des droits et dont, une de ses plus grandes missions, eh bien, c'est de conseiller et de orienter les lanceurs d'alerte, mais aussi de conseiller et orienter, en fait, toute personne physique ou morale, hein, dont les entreprises, lorsqu'elles ont des questions, techniques, juridiques, ou opérationnelles. Une autre question, si vous souhaitez la prendre Oui. tout de suite, on pourra la prendre plus tard, hein. Oui, non, Sinon, non, je vous en prie, allez-y. alors, quelles sont les principales différences sur le sujet de dispositifs d'alerte entre les différents pays de l'Union européenne? La France a-t-elle plus d'obligations ou des obligations plus strictes que d'autres pays voisins? Oui, alors, en matière de dispositifs d'alerte, on peut dire quand même qu'on a des obligations assez similaires que les pays, anglo-saxons. De manière générale, sur la mise en place d'un programme de conformité, on s'est hissé, un peu au
plus haut niveau des différents standards internationaux. Après, en fait, il faut bien différencier le sujet de mettre en place un dispositif d'alerte interne et le régime de protection des lanceurs d'alerte. Ce sont quand même deux sujets qui sont différents d'ailleurs et qui sont prévus par des textes différents. Sur le sujet même de la protection des lanceurs d'alerte, on peut considérer, depuis tout l'arsenal juridique qui s'est créé ces dernières années, que nous avons un système qui est un régime qui est quand même robuste en France et notamment en Europe, et donc qui constitue quand même des garanties importantes par rapport à d'autres pays. On tend vers une harmonisation, en tout cas en Europe. Après, si on regarde plus sur d'autres pays, si donc toute la partie anglo-saxonne, on en a déjà beaucoup parlé, mais si on regarde par exemple plus vers l'est, notamment des pays en Asie, il y a encore un aspect culturel qui revient puisque dans ces pays-là, en fait, il y a une culture de dénonciation qui est très forte, mais qui est cette fois-ci différente du modèle anglo-saxon où on a une dénonciation avec potentiellement une compensation, enfin une rémunération derrière. C'est juste que dans ces pays-là, culturellement, eh bien, on va alerter sur des situations qui ne sont contraires aux règles de vie commune. Par exemple, on est dans un bureau et quelqu'un ne respecte pas les règles sanitaires, eh bien, ce sera en fait pas du tout mal vu d'alerter. Ça fait partie en fait du collectif, mais c'est quelque chose qui est très culturel. Et d'ailleurs, je suis pas non plus spécialiste de ces pays-là, donc je pourrais pas vous en dire davantage. Mais en tout cas, ce que je peux vous répondre sur les conditions de garantie du protection des lanceurs d'alerte, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, on s'est vraiment hissé à un niveau assez haut mondialement. Et sur la mise en place d'un dispositif d'alerte interne, le fait que les entreprises dès 50 salariés qui ont 50 salariés soient concernés, c'est aussi finalement une volonté du législateur de d'inciter les entreprises en fait à mettre en place de tels dispositifs. Je voulais juste aussi préciser que le texte a par ailleurs étendu certaines protections qui sont offertes aux lanceurs d'alerte et qui n'existaient pas avant, et c'est vraiment aussi le cœur en fait de cette harmonisation européenne par la directive de 2019, notamment la protection contre les représailles aux personnes physiques et aux personnes morales, et qui sont en fait en lien avec le lanceur d'alerte. On pense notamment à tous les facilitateurs qui aident les lanceurs d'alerte à effectuer des signalements, que ce soit des collègues, des proches, etc. On va continuer si vous le souhaitez, parce que le temps finalement passe déjà très vite. Alors, il y avait une dernière question, c'est ça? Alors, comment concilier? Alors oui, bah, très bien. Cette question, je la garde juste pour après, sur la mutualisation. Alors, je vous propose maintenant de parler un peu des différents dispositifs d'alerte professionnelle qui existent. Alors là, vous avez un aperçu des grands dispositifs d'alerte. Le premier, c'est celui dont j'ai beaucoup parlé, qui est l'article 8 de la loi Sapin 2. Donc, toutes les entreprises d'au moins 50 salariés doivent mettre en place un dispositif d'alerte interne. Donc, c'est l'alerte de droit commun qu'on va préciser après, donc qui couvre à la fois tout acte répréhensible, des crimes, des délits, etc. Il existe également donc l'article 17 de la loi Sapin 2 qui concerne donc les grandes entreprises qui ont plus de 500 salariés, un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros et le siège social pour les groupes de sociétés en France. Celles-ci doivent mettre en place un dispositif de conformité anticorruption qui peut donc faire l'objet d'un contrôle de l'AFA et en cas de manquement d'une saisie de la commission des sanctions de l'AFA. Et dans ces mesures-là, il y a la mise en place de l'alerte interne anticorruption. Et là, à la différence de l'alerte de droit commun qui est prévue par l'article 8, ici, il s'agit vraiment de alerter sur des violations du code de conduite, sur des violations des règles et des principes de l'entreprise. Donc on est vraiment sur deux thématiques qui sont différentes et c'est pourquoi en général les grands groupes ou même les
ETI de taille moyenne mettent en place un seul dispositif qui se fonde sur l'alerte de droit commun, donc l'article 8 de la loi Sapin 2, et qui dedans va intégrer en fait plein d'alertes et de droits différents, dont l'anticorruption. Et ça va être à la fois sur des faits graves, des crimes, des délits, etc., mais aussi sur le non-respect des règles en interne. Sachez que ce qui est vraiment important à retenir, c'est que l'article 8 de la loi Sapin 2, encore une fois, c'est l'alerte de droit commun et c'est celui qui prévoit les dispositions les plus strictes. Et d'ailleurs, lorsqu'une entreprise est soumise à plusieurs obligations en matière d'alerte professionnelle et souhaite mettre en place un seul dispositif, elle est tout à fait libre de le faire. Eh bien, lorsqu'elle le fait, il faut qu'elle le mette en place au regard des obligations les plus strictes auxquelles elle est exposée. Et donc, en l'occurrence, en fait, ce sera le dispositif d'alerte de droit commun, donc l'article 8 de la loi Sapin 2. Le troisième dispositif ici que vous voyez, on en parle beaucoup, c'est ce qui concerne en fait le devoir de vigilance. Donc article L225-202-4 du Code du commerce, donc qui concerne cette fois vraiment les très grandes entreprises, celles d'au moins 5000 salariés en France et 10 000 salariés à l'étranger. Mais ça a un impact aussi finalement pour celles qui travaillent avec ces grandes entreprises-là parce que par effet d'entraînement, déjà la petite entreprise peut être elle-même amenée à alerter sur des faits et également elle peut être aussi amenée à mettre en place un dispositif d'alerte parce qu'elle travaille soit exclusivement ou soit parce que on lui a sous-traité on lui a sous-traité une partie des activités de la grande entreprise. Alors le dernier dispositif, alors il en existe d'autres qu'on va voir dans le prochain slide, mais il est assez connu. En fait, ce sont toutes les entreprises qui sont soumises au contrôle donc de l'AMF et la CPR, donc les entreprises qui émettent en fait des titres sur un marché réglementé et qui donc sont soumises à des obligations en matière, enfin financière en fait, et notamment le fait de mettre en place des dispositifs d'alerte professionnelle. On peut passer à la slide suivante si vous le souhaitez. Alors, je ne vais pas détailler parce que on a d'autres thèmes à voir, mais vous aurez la présentation. Mais ici, vous avez un aperçu, ce qui est toujours intéressant de concrètement qui est visé par ces différentes alertes, quel est l'objet, quelle est la procédure à mettre et également les sanctions encourues lorsque le dispositif n'est pas mis en place. Moi, je vais vraiment m'attacher aujourd'hui sur les deux premiers à gauche, donc l'alerte de droit commun et donc l'alerte anticorruption. Je pense que je pense que je vous ai plutôt bien expliqué hein, sur la différence entre ces deux alertes. Et là, vous pouvez donc mieux le voir visuellement qu'en fait, sur l'alerte de droit commun, sont concernées beaucoup de personnes. D'où l'enjeu de vraiment mettre en place une procédure de recueil et de traitement des alertes qui soit efficace, qui soit ouverte en fait à tous ces types de populations et qui soit connue de tous ces types de populations. Bon, je pense qu'on peut, sauf si vous avez des questions, mais je propose qu'on avance si vous le souhaitez. Vous avez ici un aperçu des autres droits d'alerte qui existent, notamment en matière du droit du travail, en matière aussi de droits spécifiques en cadre de la fonction publique. Ça vous donne un peu une indication, notamment sur toutes les matières qui peuvent être couvertes par les entreprises et lorsqu'elles mettent en place un dispositif unique de recueil et de traitement des signalements. Une petite question, Angélique. Oui. Alors bonjour, pour une PME, est-ce que le fait de mettre à disposition une
BAL générique comme moyen de recueil est suffisant. Euh, BAL, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. est-ce que Mais c'est marrant parce que moi, je ne vois pas la question. J'ai toujours la question sur le sujet de la mutualisation que je vais répondre juste dans l'onglet après. QR, je pense. Euh, et BAL, c'est l'acronyme a priori de mail générique. Donc, est-ce qu'un mail générique est suffisant comme moyen de recueil? Alors, je crois que j'ai une slide après sur le sujet. Euh, sur vraiment les conditions, il est, euh, il est spécifié qu'il faut à la fois en fait, enfin même il est fortement recommandé qu'il y ait un canal oral et un canal écrit. Donc là, par exemple, sur cet exemple, ça peut être même une bonne pratique de mettre en place ça si c'est bien, si ça fonctionne correctement. Mais il faudra prévoir quand même un canal oral, que ce soit par via le supérieur hiérarchique ou une personne dédiée dans l'entreprise, par exemple un référent. Mais ça peut être aussi le responsable conformité, le responsable juridique ou le responsable des ressources humaines. Après, tout dépend aussi de comment l'organisation est structurée. Et BAL est l'acronyme de boîte aux lettres. Merci à la personne qui a posé la question. Très bien. Je propose qu'on passe à la slide suivante. Alors, ça va nous permettre de répondre à la question d'une des participantes. Donc, les entreprises sont tout à fait libres de mettre en place, si elles le souhaitent, un seul dispositif qui traite des différentes problématiques, que ce soit donc l'anticorruption, devoir de vigilance, le droit commun, etc. Mais il est vraiment important que ce dispositif soit efficace et qu'il puisse faire ressortir les différents risques, en tout cas dans la manière en fait dont ils seront traités. Alors, pour répondre, pour les groupes de sociétés, effectivement, la mutualisation est possible pour les sociétés qui ont moins de 250 salariés. Toutefois, pour celles qui ont plus de 250 salariés, elles sont responsables du recueil et du traitement des signalements. Après, évidemment, on peut imaginer qu'il y ait une réflexion opérationnelle, euh, enfin une réflexion de mise en œuvre opérationnelle dans des groupes de sociétés pour que l'information soit centralisée, que les dispositifs fonctionnent bien et notamment pour faciliter la remontée d'indicateurs euh, vers, par exemple, les instances dirigeantes ou vers les fonctions qui sont concernées pour avoir une vision d'ensemble et s'assurer que les alertes soient bien traitées dans les délais, que les délais soient respectés, etc. Donc, il y a quand même un enjeu de centralisation. Mais pour répondre clairement à votre question, en dessous de 250 salariés, on peut mutualiser. Au-dessus, il appartient à la société de faire le recueil et le traitement. Euh, vous avez des informations plus précises, si vous le souhaitez, dans le guide de l'AFA sur les enquêtes internes anticorruption. Alors, je me souviens plus quelle page exactement, mais si vous tapez, si vous faites une recherche F mutualisation, vous trouverez un passage qui répondra très précisément à votre question. Alors, je propose qu'on. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'articulation des différents dispositifs? N'hésitez pas, sinon je propose qu'on avance pour parler un peu plus dans le détail de la mise en œuvre opérationnelle. Alors, je l'abordais au début de la présentation.
un des grands changements avec la loi Wasserman qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2022 et son décret d'application du 3 octobre 2022, c'est qu'aujourd'hui, il y a le choix pour toute personne physique d'effectuer un signalement interne ou externe. Donc, c'est-à-dire, elle peut effectuer un signalement interne, par écrit ou par oral, auprès de la structure dans laquelle elle travaille. Et donc, la structure dans laquelle elle travaille devra traiter le signalement dans les délais qui sont précisés par le décret d'application, notamment à partir du réception avec un accusé réception de 7 jours ouvrés. Et cette personne a également la possibilité d'effectuer un signalement directement externe, donc soit auprès ce qu'on appelle des AERS, donc des autorités de recueil de signalements externes, soit du défenseur des droits, soit des autorités judiciaires ou des institutions de l'UE. Donc ce qui a un vrai impact pour les entreprises puisqu'elles ne maîtrisent plus l'information à partir du moment où l'alerte est directement signalée auprès d'une autorité. D'où le fait de favoriser absolument la libre parole et un canal qui soit plusieurs canaux même qui soient clairs pour effectuer des signalements en interne. Tout ça est précisé dans le guide du lanceur d'alerte du défenseur des droits. Je vous invite vraiment à le consulter encore une fois. Sachez qu'il existe également une troisième option pour les personnes physiques, c'est la divulgation publique. La divulgation publique, elle intervient sous certaines conditions, notamment lorsqu'une personne a effectué un signalement externe, mais qui n'a pas, on ne lui a pas répondu, qui n'a pas donné suite. Alors, il y a un délai normalement de 3 mois pour les autorités, 3 mois et 7 jours ouvrés de répondre. Si c'est pas le cas, eh bien la personne peut faire une divulgation possible, mais c'est vraiment dans le cas où il y a un danger grave et imminent. Donc c'est vraiment c'est lorsqu'il y a vraiment des attentes, enfin voilà, lorsque la personne peut être en danger, notamment lorsqu'elle fait face à des représailles, par exemple. Par contre, la divulgation publique ne sera pas prise en compte et pourra même être punie pénalement si la personne a fait une divulgation publique sur des faits qui peuvent porter atteinte aux intérêts de l'État, en l'occurrence. Alors, juste pour vous donner quelques exemples quand même d'autorités externes de signalement, donc vous avez l'Agence française anticorruption pour les atteintes à la probité, vous avez la DGCCRF qui est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, donc pour ces problématiques qui sont dans son nom. Vous avez la Haute Autorité de la Santé, il y a également la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la DGT, la Direction générale du travail, la DGEFP qui est la Direction générale de l'emploi et à la formation professionnelle. Donc ce sont quelques exemples, mais il en existe plein. Et vous avez notamment un tableau en annexe du guide du lanceur du lanceur d'alerte du défenseur des droits où vous retrouverez en fait toutes les autorités compétentes. Alors je propose qu'on passe à la suite sur la mise en œuvre opérationnelle. Alors, sachez que donc l'AFA a publié des recommandations en 2017, puis les a mises à jour en 2021. C'est les grandes recommandations de l'AFA. Dans ces recommandations, vous avez 3 grandes parties. La première s'adresse à tout type d'acteur, quelle que soit sa taille. La deuxième partie s'adresse aux entreprises qui sont donc assujetties à l'article 17 de la loi Sapin 2. Et la troisième partie s'adresse aux acteurs publics. Le sujet de la mise en œuvre d'un dispositif d'alerte interne est traité dans les 3 parties, mais de manière différente en fonction des acteurs qui sont concernés. Moi, je vous invite à consulter la deuxième partie des recommandations parce que vous avez notamment en fait des
des préconisations qui sont très détaillées sur comment mettre en œuvre un dispositif d'alerte interne. Donc vous voyez, on vous a mis les paragraphes, c'est les 251 à 284 des recommandations et qui peut déjà finalement constituer les prémices d'une procédure de recueil et de traitement des signalements. J'en profite aussi pour vous indiquer que l'AFA a fait une fiche pratique sur ce sujet qui est disponible dans son guide à destination des PME et des ETI. La fiche pratique, par contre, est vraiment au regard du risque de corruption, donc elle n'est pas sur le fondement de l'alerte de droit commun, mais ça peut être aussi pareil très intéressant pour vous. Et vous retrouverez notamment quelques bonnes pratiques voilà, et des illustrations. En avant-propos, sur la mise en œuvre d'une procédure de recueil et traitement des alertes, il est important de retenir que cette démarche-là ne doit pas être compliquée, notamment pour une petite ou une moyenne entreprise. Pourquoi elle ne doit pas être compliquée? Parce que il y a un enjeu en fait de s'attacher à mettre en place un système qui soit clair et efficace et connu. Donc à partir de ce moment-là, il vaut mieux choisir des canaux qui ne sont pas trop compliqués, qui soient accessibles et où on est certain qu'il y ait des personnes compétentes pour traiter les alertes derrière. Et d'ailleurs, je vais parler aussi de ce sujet-là sur la compétence qui est attendue de ces personnes-là, que de mettre en place plusieurs dispositifs, de diluer l'information dans les différents systèmes, etc. Parfois, il vaut mieux prévoir en fait un signalement, une adresse mail et la possibilité d'un signalement oral. Après, ça, c'est vraiment lorsqu'il y a peu de moyens dans l'organisation, mais il est évidemment recommandé de mettre en place un outil si c'est possible, notamment pour les sociétés qui ont plus de 250 salariés et pour les grands groupes de sociétés, afin eh bien d'automatiser le processus et de pouvoir garantir pouvoir garantir des conditions de traçabilité, de sécurité, de confidentialité, etc. Alors, un point important, c'est la définition du périmètre de l'alerte. Donc, on a eu plusieurs questions depuis tout à l'heure sur justement est-ce que l'entité est concernée ou pas? Est-ce que cette filiale est concernée? Est-ce que l'obligation porte au niveau du groupe, etc. Donc, il y a un vrai enjeu ici de définir le périmètre en fonction de ce qui est prévu par la réglementation. Sachez que là, j'ai répondu un peu à vos questions au cas par cas, mais évidemment, je n'ai pas là l'expertise en direct de connaître la structure juridique dans laquelle vous vous situez. Sachez qu'il est tout à fait possible de nous envoyer vos questions sur notre adresse mail afa@afa.gouv.fr. On en reçoit pas mal sur justement le périmètre, que ce soit l'article 17 ou autre, que ce soit des petites, moyennes, grandes entreprises. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse essayer de vous éclairer sur le fait si vous êtes du coup assujetti ou pas à des obligations réglementaires. En tout état de cause, il est fortement recommandé de mettre en place un dispositif d'alerte interne dans toutes les filiales du groupe ou même dans les petites sociétés, également celles qui ont moins de 50 salariés, puisque, comme je le disais au début de la présentation, c'est un vrai intérêt en termes de protection juridique et économique pour l'entreprise. Alors, il est important également d'articuler les différents dispositifs lorsqu'ils existent. Donc, il faut bien s'intéresser aux personnes qui sont visées, les salariés, les clients, les fournisseurs, les tiers. Est-ce qu'on vise également les collaborateurs extérieurs ou occasionnels, etc. Il est important d'organiser la gouvernance. Donc là, c'est un peu vraiment la clé de la mise en place de cette procédure-là. Définir le rôle du supérieur hiérarchique, puisqu'en fait, c'est vraiment à un niveau hiérarchique que tout va se jouer, notamment dans les plus petites structures.
puisque lorsque au niveau hiérarchique, notamment intermédiaire, il y a la connaissance du dispositif et il y a une communication qui est faite auprès des membres de l'équipe, il y a plus de chances à ce que les membres de l'équipe eh bien, se souviennent que le dispositif existe et qu'ils puissent alerter de toute situation. Donc le supérieur hiérarchique, il a un rôle à la fois de opérationnel, puisqu'il peut être amené à recueillir et traiter des alertes, donc il doit être formé pour ça. Et du coup, il doit remplir certaines conditions, hein, notamment être déporté de situations de conflit d'intérêts, garantir des conditions de confidentialité, etc. Le supérieur hiérarchique, il a aussi donc un grand rôle de communicant et il va diffuser finalement la culture auprès en fait de ses équipes. Et il a aussi en fait un rôle de contrôle hiérarchique. C'est-à-dire que c'est aussi à lui de s'inquiéter lorsque il ne reçoit pas d'alerte ou lorsque il sait qu'il n'y a pas d'alerte qui passe par exemple par une plateforme électronique, etc. Pareil, vous retrouverez des indications aussi dans les recommandations. En termes de bonnes pratiques, la désignation d'un référent est également très recommandée. Donc, une personne qui va être désignée dans l'entreprise. Donc, ça peut être, s'il existe le responsable juridique, le responsable conformité, voire le responsable des ressources humaines. Tout dépend de l'organisation, tout dépend aussi des moyens. Mais c'est bien d'avoir un référent et ce référent-là va être connu de l'ensemble des salariés, mais aussi ce référent-là va être désigné par l'instance dirigeante. Et le fait qu'il soit désigné par l'instance dirigeante, ça veut dire que l'instance dirigeante sait que c'est lui qui est au fait de ces sujets-là. Et donc, ça veut dire concrètement quoi? Que les dirigeants vont accorder du temps à ce référent-là pour qu'il se forme, pour qu'il fasse une veille de ces sujets-là, une veille réglementaire et juridique, pour qu'il puisse mettre à jour la procédure lorsque c'est nécessaire, pour ce qu'il puisse s'interroger sur le bon fonctionnement du dispositif, etc. Dans les petites structures, en général, le référent alerte, c'est une casquette en plus de différentes fonctions. Mais le fait que ce soit notifié dans une lettre de mission par l'instance dirigeante, c'est très important parce que ça va formaliser ses futures actions et notamment sa légitimité aussi à prendre du temps pour se former et pour recueillir et traiter les alertes lorsque nécessaire. Si c'est possible, l'entreprise peut créer un comité spécial ou ad hoc, donc avec par exemple l'instance dirigeante, les fonctions de contrôle interne, les fonctions de ressources humaines, les fonctions d'audit, de gestion des risques, de conformité, lorsque toutes ces fonctions existent, afin eh bien, de pouvoir, avec une période définie, par exemple 1 à 2 fois par an, s'interroger sur l'efficacité, la qualité du dispositif, s'interroger aussi sur tous les moyens de diffusion qui peuvent être mis en place et donc qui demandent du budget, du temps, de la ressource, etc. Mais aussi pouvoir décider des suites à donner. Parce que parfois, eh bien, les alertes peuvent peuvent amener à devoir traiter des cas qui sont sensibles et pour lesquels les suites à donner ne sont pas forcément évidentes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande de mener une enquête interne dans l'entreprise au lieu que ce soit que ça remonte directement auprès d'un parquet. L'idée, c'est que l'entreprise soit encore une fois de plus maître de ses informations et de son système de maîtrise des risques. Et donc, c'est tout l'objet de la communication entre ces différentes fonctions pour pouvoir stratégiquement décider de ce qui pourra être fait ou pas.
Sachant que, évidemment, il faut faire très attention lorsqu'on implique l'instance dirigeante ou même des fonctions avec un niveau hiérarchique fort ou des fonctions qui ont des pouvoirs de validation, des pouvoirs décisionnaires ou qui sont en contact avec des tiers stratégiques, etc. Parce qu'elles peuvent être, elles peuvent être dans une situation de conflit d'intérêts, avec notamment les cas qui ont été reportés. Voilà, et puis alors évidemment, il est important que les personnes qui traitent l'alerte soient compétentes et qualifiées. J'en ai un peu parlé, mais on peut prévoir dans le contrat en fait une clause de confidentialité. Souvent en fait, il y a c'est pas dans le contrat de travail, mais en fait c'est un c'est un je trouve pas le mot, mais c'est pour chaque type d'alerte en fait, va être rédigé un document comme quoi la personne se déporte de toute situation de conflit d'intérêts, respecte une clause de confidentialité, et cetera. Et puis de manière générale, il y a aussi donc tous les principes de séparation des tâches et de décision collective à respecter. On en a beaucoup parlé, mais c'est très important de formaliser la procédure de recueil et de traitement. Donc concrètement, quels canaux il existe en interne pour pouvoir divulguer des faits? Donc est-ce que c'est un canal oral via le supérieur hiérarchique, le référent alerte? Est-ce que c'est un canal écrit par un mail, par exemple un outil dédié, par aussi le référent, etc. L'entreprise, elle est tout à fait libre de mettre en place les canaux qu'elle souhaite, écrits et oral, mais il faut qu'elle le formalise. Et on a eu quelques questions tout à l'heure sur est-ce que ça c'est bien ou pas. En fait, à vrai dire, ça dépend aussi de la structure. Et il faut regarder en fonction de opérationnellement qu'est-ce qui est le plus efficace. Et aussi en fonction, évidemment, des coûts que ça peut générer. Pour pouvoir traiter un signalement, il faut avoir suffisamment d'informations. Donc pour ça, il faut également prévoir dans la procédure que les personnes puissent, pas puissent, mais déjà soient conscientes que si elles souhaitent divulguer soit des faits de corruption, trafic d'influence ou par exemple le non-respect de règles en interne, eh bien elles doivent suffisamment circonstancer les faits pour pouvoir permettre de traiter l'alerte par la suite. Et lorsque dans l'entreprise vous garantissez l'anonymat, ça veut dire que la personne lorsqu'elle écrit, ça va être difficile de la recontacter après pour avoir plus d'informations. Donc c'est pour ça qu'en premier niveau dans la procédure, il faut bien expliquer qu'est-ce qui est attendu en fait de la personne. Qu'est-ce qu'on veut, les noms, le motif, quand, pourquoi, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé, avec qui, comment, pourquoi. Donc ça, c'est vraiment important que la personne puisse donner le maximum d'informations pour traiter au mieux l'alerte par la suite et voir donc ouvrir une enquête interne. Alors, la répétition n'est jamais de trop lorsqu'il s'agit de parler de formation et diffusion, mais c'est vraiment l'outil crucial du dispositif d'alerte interne. Il y a vraiment un enjeu de diffusion. Ça peut être pertinent d'utiliser toutes les ressources de l'entreprise, toutes les ressources créatives de l'entreprise, que ce soit sur des belles affiches, des logigrammes, des arbres de décision, des BD, des podcasts, des vidéos, des mails, des newsletters, des affiches dans les couloirs, dans l'ascenseur, partout. Même si ce n'est d'ailleurs, même si c'est pas très créatif, mais juste au moins de pouvoir pas de rappeler, mais déjà d'informer les salariés qu'ils ont la possibilité d'utiliser ce dispositif-là et de aussi orienter vers de où les informations se situent dans l'entreprise pour le faire. Où est la procédure et comment le faire. On a vu dans certaines entreprises des QR codes qui étaient sur les ordinateurs ou sur les badges où les salariés pouvaient directement retrouver les politiques un peu de conformité, que ce soit les politiques cadeaux et invitations, politiques sur les conflits d'intérêts, mais également la procédure sur le dispositif
sur les dispositifs d'alerte internes. Finalement, à moindre coût, ça peut être très efficace parce que lorsqu'un salarié, il est, je sais pas, moi, c'est un commercial qui, à l'étranger, il se retrouve dans une situation compliquée. Ça peut être bien pour lui de tout de suite avoir l'information sur les règles de l'entreprise, les contacts et savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Alors, on a beaucoup parlé de diffusion et de sensibilisation, mais la formation des personnes en charge, des alertes est évidemment, cruciale. Et pour ça, il existe aujourd'hui plein de ressources, hein, que vous pouvez retrouver, et qui vous donneront des indications. Enfin, le contrôle et l'évaluation. Donc il est recommandé de mettre en place, des contrôles de 1er et 2e niveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc en fait, c'est la mise en place d'un système de contrôle, interne, général, pour assurer une bonne maîtrise des risques et concrètement, le 1er niveau, en fait, c'est le fait que la procédure soit bien respectée et connue de tous. Voilà, donc à un niveau opérationnel classique. Le 2e niveau, c'est au niveau donc soit du supérieur hiérarchique et également des services de conformité lorsqu'ils existent, eh bien, c'est de vérifier que la politique soit bien appliquée. On peut par exemple faire des contrôles par échantillonnage, on va aller regarder le nombre d'alertes qui sont traitées, est-ce qu'elles sont traitées dans les délais, etc. On parle aussi de contrôle hiérarchique, on en a parlé tout à l'heure, mais s'assurer aussi du bon respect des process, mais aussi de la bonne diffusion de l'information. Il existe aussi un 3e niveau, hein, qui est réalisé par les auditeurs, et là on parle plus sur l'évaluation, globale en fait du dispositif. Il est recommandé de mettre en place des indicateurs, que ce soit sur la formation, la sensibilisation, sur, également le type d'alertes qui sont traitées par an, par mois, le nombre d'alertes traitées par, filiale également, etc. pour donner le maximum d'indications, notamment à l'instance dirigeante qui en fait est, sauf si elle le délègue, qui est en fait, garante du pilotage du dispositif. Alors, je propose qu'on passe à la slide suivante. Là, vous avez déjà quelques indications. J'espère qu'ils peuvent vous aider. On a pas mal de questions. Est-ce que vous souhaitez les prendre ou en Oui, prendre alors en fait, quelques-unes? depuis tout à l'heure, je ne vois pas les questions, moi. Donc, Ah mince, même dans l'onglet QR. euh, ah oui, non, pardon. En fait, j'étais restée sur une seule question. Excusez-moi, c'est de ma faute. Alors, effectivement, on a plein de questions. Alors, je vais les prendre. Très Bonjour. bien. Le choix d'une plateforme de signalement en ligne avec une gestion en interne des alertes pour garantir l'anonymat est recommandé. Oui, alors, de toute façon, oui, tout à fait, c'est une bonne pratique, c'est recommandé. Il faut pouvoir garantir l'anonymat. Mais encore une fois, si vous garantissez l'anonymat, mais que vous n'avez pas les possibilités de traiter correctement les alertes après, ce ne sera pas efficace. Donc il faut pouvoir garantir l'anonymat et choisir une plateforme de signalement, par un prestataire, externe avec une gestion en interne, c'est très correct en fait, c'est même, très bien. Avez-vous des recommandations pour faire connaître l'existence de ce dispositif auprès de nos parties prenantes externes? Comment former les équipes à l'existence de ces mécanismes? Alors j'en ai déjà, je crois avoir donné pas mal de pistes pour, comment diffuser. J'ai donné pas mal d'exemples. Mais vous en retrouverez pas mal dans les recommandations de l'AFA, dans le guide de l'AFA aussi. En ce qui concerne, les parties prenantes externes, c'est toujours un vrai enjeu et ça, c'est de manière générale. Ce qui peut être bien, c'est au niveau de la contractualisation de, les sensibiliser et de leur dire: «Voilà, nous,
on ouvre un canal pour protéger notre entreprise, mais aussi dans une volonté de protéger nos partenaires avec qui on travaille. Et donc, sachez que vous avez la possibilité de passer par ce canal-là si vous identifiez en fait des situations qui sont contraires aux règles ou qui sont répréhensibles. Et on le voit en fait, on le voit que les tiers utilisent de plus en plus les dispositifs d'alerte des entreprises. Après, parfois, il n'y a pas de contractualisation et on est sur plutôt une relation d'affaires sans lien juridique ou voire sans lien transactionnel. Donc là, il y a aussi un enjeu de pouvoir voilà, expliquer l'intérêt de le faire. Euh, mais pareil, toujours en explicitant les intérêts, en fait, qui est d'éviter de voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits de corruption et de prévenir les conséquences qui sont désastreuses lorsque ça arrive. Alors, je prends une autre question. Lorsque l'entreprise n'a pas de département compliance, quelles préconisations conseillez-vous pour recueillir et traiter les alertes? Pareil, je crois en avoir un peu parlé tout à l'heure. Donc, en fait, tout dépend. L'entreprise est libre, en fait, hein, de choisir l'organisation qu'elle souhaite. Donc, il n'y a pas vraiment de préconisation. C'est vrai que naturellement, on va plus se diriger vers des fonctions juridiques ou RH parce que, on l'a vu, hein, il existe plusieurs dispositifs d'alerte professionnelle, plusieurs droits, ce qui fait que ce sont plus ces services-là qui vont être en charge. En tout état de cause, parce que là, je vois que vous mentionnez le CSE, il est important de faire valider la démarche et la procédure auprès du CSE pour qu'il y ait quand même une consultation. Bonjour, on parle souvent des conflits d'intérêts et de prise illégale d'intérêts. Les deux sont-ils punissables au regard de la loi? Doit-on mettre ces deux catégories dans les alertes? Alors, merci pour cette question. On a répondu vraiment dans le détail de cette question-là dans le dernier webinaire. On avait une partie sur les conflits d'intérêts. Alors, pour vous répondre, oui, elles font partie des thématiques à aborder dans les alertes à partir du moment où ça peut générer une infraction. La prise illégale d'intérêts est une infraction qui concerne les acteurs publics. Les conflits d'intérêts, en fait, ne sont pas prévus par le code pénal. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une infraction dédiée aux conflits d'intérêts dans le secteur public, à la différence du secteur dans le secteur privé, à la différence du secteur public, pardon. Par contre, le conflit d'intérêts peut être générateur de corruption. Donc là, c'est l'infraction de corruption qui sera caractérisée. Et par ailleurs, le conflit d'intérêts est quand même encadré dans certains secteurs d'activité, notamment en santé. Il y a un grand dispositif de transparence des liens d'intérêt et également dans le secteur financier où il y a des obligations spécifiques pour certains types de populations comme les gérants de portefeuille, etc. Alors, je prends une autre question. Excusez-moi, je vais assez vite, mais c'est pour pouvoir répondre à toutes les questions. Alors, dans les canaux d'alerte disponibles, vous parlez de mail, mais je comprends. Voilà, la question. Ah oui, elle est là. Mais je ne comprends pas comment le principe d'anonymat peut alors être respecté. L'anonymat est-il obligatoire? Alors, en, en soi, sur nous, notre matière à nous, l'anonymat n'est pas obligatoire. Par contre, il faut garantir des conditions de confidentialité, mais ça, c'est indépendant de l'anonymat. Et sur le principe même de l'anonymat, de comment opérationnellement ça peut se mettre en œuvre, en fait, la personne peut tout à fait écrire avec une adresse mail qui ne permet pas de la reconnaître. Donc par mail, en fait, c'est tout à fait possible, hein, et c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps, hein, le fait d'utiliser en fait une adresse mail qui ne permet pas de remonter à l'identité de la personne.
ou d'utiliser aussi d'ailleurs des outils. Il existe des outils parfois qui sont proposés par des prestataires externes ou qui sont même directement développés surtout dans les grandes entreprises qui ont plus de budget, qui permettent du coup d'adresser une alerte sans identifier la personne. Et d'ailleurs, j'en profite que pour les groupes de sociétés, il y a une attention particulière sur l'identification des salariés par filiale. Parce que parfois l'anonymat est garanti, mais on sait quand même que l'alerte vient de telle filiale. Et notamment pour des petites filiales à l'étranger, on peut du coup, avec quelques informations, facilement remonter à la personne. Donc dans les groupes de sociétés, il y a quand même un enjeu de pouvoir avoir une vision d'ensemble sur les alertes qui sont remontées par filiale, bien évidemment, de savoir voilà, qu'est-ce qui se passe. Mais d'un autre côté, il faut aussi pouvoir garantir des conditions d'anonymat lorsque c'est demandé par la personne. Alors, donc on a une autre question. Dans notre cas, pour garantir l'anonymat, nous avons mis en place une Google Form qui ne nécessite pas de donner son adresse mail pour la soumettre, que les salariés peuvent remplir en plus de l'email Generic Compliance. Alors, merci beaucoup pour ce partage. C'est vraiment très intéressant et c'est du coup une bonne pratique qui peut intéresser, je pense, l'ensemble des participants. Alors, il nous reste quelques minutes. Je propose de terminer rapidement sur les questions d'archivage et de conservation des données, et également parler aussi rapidement du guide sur les enquêtes internes, et puis on pourra prendre les questions supplémentaires si vous en avez. Alors, petit point important, donc évidemment, la procédure de recueil et de traitement des alertes doit être mise en œuvre au regard des règles applicables, du droit du respect de la vie privée, mais aussi du RGPD, mais également de toute règle locale plus contraignante qui pourrait s'appliquer, notamment si vous êtes actif, enfin si vous êtes dans une structure active à l'international. Et ce qui est important à retenir, c'est que la conservation des données est strictement nécessaire et proportionnée à leur traitement, bien évidemment, à la protection des auteurs, aux personnes visées et aux tiers mentionnés, et en tenant compte des délais éventuels d'enquête complémentaire et de l'exercice éventuel de droit en justice, sauf cas d'anonymisation, bien entendu. À titre d'exemple, notamment dans le cas où la conservation des données a une finalité probatoire, elle peut s'aligner sur la durée de prescription pénale applicable. Ce point est assez important, notamment sur la corruption. Pourquoi? Parce que la corruption, en fait, c'est une infraction occulte et dissimulée, ce qui fait que en matière de délai de prescription, eh bien, il est prévu 6 ans à partir de la découverte des faits, mais dans une limite de 12 ans de la commission des faits. Donc c'est important à savoir, et si vous voulez plus de détails, vous pourrez retrouver les articles qui les mentionnent, notamment sur les infractions occultes et dissimulées comme la corruption. Quelques mots maintenant sur la suite d'une alerte interne, donc la possibilité d'ouvrir une enquête interne. Donc sachez que l'AFA a publié un guide pratique en collaboration avec le Parquet national financier. Ce guide s'adresse à tout type de société, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit sa taille. Et du coup, ce guide, en fait, permet de comprendre comment et pourquoi on peut mettre en place une enquête interne à la suite d'une alerte interne, mais également à la suite de d'autres faits générateurs, à vrai dire, et surtout l'intérêt de le faire. L'intérêt de le faire pour comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, pouvoir avertir le procureur de la République et être dans une démarche de coopération s'il y a des faits de corruption. Et ça peut avoir un avantage notamment pour peut-être voir atténuer la sanction qui sera prononcée.
puisque vous pourrez montrer que vous êtes dans une démarche positive, de bonne foi, que vous avez essayé de comprendre ce qui s'est passé, mais également en termes de maîtrise des informations, maîtrise des risques, pour protéger au mieux les intérêts de l'entreprise. Le guide est disponible sur le site de l'AFA, comme tous les autres guides de l'AFA. Donc c'est dans la section ressources, guide pratique sur le site de l'AFA, et il est disponible à la fois en français et en anglais si ça vous intéresse. Et vraiment sachez que même pour les plus petites et moyennes entreprises, il y a un réel intérêt à le découvrir, parce que vous avez notamment dedans pas mal d'exemples et d'illustrations sur des cas, sur des faits qui ont généré en fait des enquêtes. Alors, il nous reste vraiment quelques minutes pour prendre les questions supplémentaires si vous en avez. Sachez aussi que pour ceux qui ont des questions peut-être un peu plus techniques ou juridiques sur le périmètre, vous avez la possibilité de nous écrire, hein, n'hésitez pas. On reçoit d'ailleurs de plus en plus de questions. Donc, l'AFA a une grande mission de conseil, hein, à destination de tous les acteurs. Merci beaucoup, Angélique. Peut-être en attendant que les questions arrivent, on a un petit sondage de satisfaction qui prend vraiment quelques secondes à être rempli. Voilà, en parallèle des questions, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Et puis, on a notre prochain webinaire sur l'évaluation des tiers et les mesures de maîtrise des risques qui peuvent être mises en place. Je pense qu'il pourra particulièrement vous intéresser, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'éloigne un peu de notre sujet, mais c'est toujours intéressant de pouvoir aborder ces différents dispositifs d'alerte professionnelle, notamment lorsqu'il y a un enjeu de mettre un seul dispositif qui soit efficace et connu de tous. Oui, complètement. Et je suis en train de rechercher la date donc, du prochain et dernier webinaire de ce cycle que je vous communique tout de suite. Donc, le prochain webinaire, alors, aura lieu le 12 novembre. Voilà, si vous souhaitez vous y inscrire, le lien est directement sur le site, dans la page agenda du Pacte mondial, du site pactemondial.org. Alors, pas de questions supplémentaires, je vois. Merci beaucoup pour ce webinaire très complet et intéressant. Merci de votre retour, Claire. Merci beaucoup à vous. J'espère que ça a pu vous être utile. C'est un sujet qui est parfois un peu complexe à appréhender. Donc, n'hésitez pas par la suite à nous poser vos questions si vous en avez. On pourra toujours y répondre. Bien, je pense qu'on a fait le tour du sujet. En tout cas, merci beaucoup, Angélique, de votre présentation très claire, synthétique et éclairante. On a eu beaucoup de questions, donc ça montre également que c'est un sujet qui suscite pas mal d'interrogations au sein des entreprises, notamment des plus petites. Et comme vous l'avez dit, si les entreprises participantes ont des questions, n'hésitez pas à contacter l'AFA à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Donc, à très bientôt pour ceux qui souhaitent participer à la troisième et dernière session. Et merci encore, Angélique. Merci beaucoup. Merci, Émile, pour l'organisation du webinaire.